112, 109. Pascal, the three. Good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Mikey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdomadaire des Raptors, l'hebdo des Raptors. Une petite nouveauté pour revenir chaque lundi sur l'actualité des Raptors, revenir sur les matchs qui se sont déroulés pendant la semaine. On se donnera maintenant rendez-vous, ce petit rendez-vous hebdomadaire avec un invité un petit peu différent à chaque fois, histoire de varier les points de vue. Et pour commencer, aujourd'hui, j'ai Alex de dinotalk.com, de Raptors France. Salut à toi, Alex. Salut Mike, salut tout le monde. Alors, on va commencer rapidement par revenir de manière générale sur la semaine, sans se pencher vraiment sur les matchs, mais vraiment sur les grands enseignements. Surtout que là, on est sur la première semaine, donc vraiment, on peut tirer des premiers enseignements sur ces trois matchs. Et ensuite, on reviendra un petit peu match par match. L'idée, c'est pas aller en détail, mais c'est vraiment d'avoir les grandes idées de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi les Raptors ont perdu ce match. Il y a beaucoup d'explications à donner pour le match des Bulls, par exemple. Mais voilà, et puis on terminera par une petite présentation du match du soir, puisque les Raptors jouent ce lundi contre les Blazers de Portland. On va commencer tout de suite. Première question. Alex, quels sont tes enseignements de la semaine sur ces trois premiers matchs des Raptors? On rappelle, une victoire contre Minnesota en ouverture et une défaite en back-to-back contre Chicago et contre Philadelphie pour le retour de Nick Nurse à l'Arena Scotiabank. L'enseignement entre guillemets principal, c'est s'il y a bien une chose qui n'a pas changé entre l'année dernière et cette année, c'est que Toronto est toujours capable d'avoir ces trous d'air assez catastrophiques et qui font assez mal à voir. Je dois reconnaître que je crois c'est 40-9 encaissés contre Chicago entre le premier et le deuxième quart-temps. Il fait très très mal. Il faisait très très mal à voir et en plus c'est pas comme si Toronto n'avait rien à se reprocher dans ce moment-là, notamment offensivement. On l'a dit en preview, on le répétera certainement quand on parlera du positif de cette semaine, mais il y a du mieux dans cette attaque des Raptors. Et de façon assez inexplicable, lors de cette première mi-temps à Chicago, on est retombé dans des tentatives à 3 points quasiment exclusives, où on a envoyé brique sur brique sur brique. On a reconstruit la ville de Chicago en quelques minutes. Et c'est dommage parce qu'au final, on fait derrière un retour assez surprenant. Et on recolle et on est devant. Et bon, on finira par perdre ce match, tu l'as dit. Mais voilà, il y a toujours ce côté un peu double visage Toronto capable de surprendre et de jouer de façon positive et capable de passer complètement au travers. Et là, c'était contre Chicago, quoi. Donc, il y avait, entre guillemets, ces deux équipes qui sont plus ou moins d'un niveau similaire, qui sont attendues sur des places très, très proches en fin de saison. Donc, heureusement, j'ai envie de dire que c'est arrivé contre Chicago, parce que ce serait arrivé le lendemain contre Philadelphie. Le match était plié depuis longtemps. Alors, c'est arrivé contre Philadelphie, mais pas aussi grandement. Oui, Je c'est ça. trouvais que le retour de mi-temps contre Philadelphie avait été vraiment très compliqué. Et des deux côtés du terrain, on va y revenir quand on va parler de ce match-là. Mais vraiment, si je dois noter quelque chose pour ajouter au fait que, comme tu l'as dit, les Raptors ne trouvent pas encore de régularité sur tout un match. Peut-être que ça, on pouvait s'y attendre, mais pas dans ces grandes largeurs comme face à Chicago. J'espère que Chicago restera une exception tout de même. On va revenir sur Chicago, mais j'ai l'impression qu'ils ont décidé de faire toutes les erreurs possibles et imaginables sur un seul match. Donc peut-être que ça sera mieux que l'année dernière où chaque match, ils trouvaient une façon nouvelle de perdre. Donc là, au moins, ils les ont toutes tentées sur un match. J'espère ils vont se rattraper, ils vont apprendre de leurs erreurs. Moi, ce que je noterais, quelque chose qui se dessine quand même, c'est malgré tout une défense qui reste solide, peu importe qui est sur le terrain, même si on a vu l'importance énorme d'Oggi Anunoby quand même, une nouvelle fois face à Chicago, où dès qu'il n'était plus sur le terrain, Demar DeRozan s'est amusé. Malgré tout, je trouve que ça reste solide parce qu'on n'encaisse pas énormément de points. Si on voit que le match finit en prolongation, le pourcentage de réussite des adversaires sur les deux premiers matchs, c'est quand même très intéressant.
et le tout en plus sans avoir un Jakob Poeltl dans une bonne forme. Je trouve qu'il ne fait pas un bon début de saison. Parmi les généralités que je peux faire, c'est que je trouve que Jakob Poeltl ne fait pas un bon début de saison. Et pour l'instant, il y a un gros point d'interrogation sur l'utilisation de Pascal Siakam. Alors, j'ai lu qu'on lui reprochait d'avoir pris les tirs en fin de match contre Chicago. Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça vient de Darko? Je ne sais pas. Mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est que sur le match suivant, Pascal Siakam n'a pris que 8 tirs. Il en avait 6 à la mi-temps, il en a pris que 2 dans la deuxième mi-temps. Et pour moi, ça, c'est un problème quand ton meilleur joueur est sous-utilisé comme ça. Et pour moi, ça ne vient pas forcément que de lui. Mais on va voir ça dès ce soir. Je vous mettrai à la fin de cet épisode, j'ai interviewé Chris Boucher aujourd'hui qui nous a donné son explication par rapport à ça. Il ne s'inquiète pas trop. Mais malgré tout, pour moi, ça fait partie des grands enseignements sur ces 3 matchs. Je trouve que Pascal Siakam n'est pas assez utilisé. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et en fait, je reviendrai même au-delà de cette impression. Ce qui m'inquiète encore plus dans cette sensation qu'il est sous-utilisé, c'est qu'on ne l'a pas vu se débattre par un marquage extrêmement serré, avoir le ballon, chercher des shoots ou des passes et finalement ne pas les trouver ou même perdre des ballons bêtement, mais au moins il aurait tenté des choses. Là, on avait l'impression que le ballon ne passait pas du tout par lui. C'était assez impressionnant. À un moment donné, au milieu du quatrième quart-temps, je me suis rendu compte qu'il était invisible. C'était assez impressionnant et dommage et dommageable pour Toronto qui a fini par s'incliner. Ouais, et puis surtout qu'au final, il a un tir à 3 points et une superbe passe sous le panier, mais tu sens qu'il n'est pas du tout en rythme. Et le 3 est raté alors qu'il avait été plutôt à droit en première mi-temps. Et malheureusement, il fumble un peu sous le panier alors qu'un Siakam en rythme aurait rentré ce tir facile. Et du coup, bah, c'est un peu une inquiétude qu'on va devoir suivre sur la suite. Peut-être que ça va se résoudre rapidement, mais en tout cas, pour l'instant, ça fait partie des choses qu'on va devoir surveiller. Parmi les autres choses sur lesquelles je voulais te lancer, qu'est-ce que tu penses de l'apport du banc qui justement a fait partie de ces gros trous d'air, notamment contre Chicago? Ah, tu me fais plaisir avec cette transition parce que moi j'ai adoré déjà. Je suis obligé d'en parler. Certains vont dire que je force, mais je suis obligé d'en parler. C'est l'apport de Chris Boucher, qui après ne pas avoir joué au premier match, j'ai trouvé ces minutes contre Chicago et contre Philadelphie plutôt intéressantes. Alors oui, c'est encore une fois, c'est pas lui qui va tout révolutionner, qui va euh, changer le visage du match ou quoi que ce soit, mais ce n'était jamais le point faible sur le terrain. Ça, c'est une très bonne chose. Je vais être très curieux de voir Grady Dick parce que très très bonne rentrée contre Philadelphie. Il faut qu'il se serve de ça. Enfin, on a vu le shooter qu'on nous a vendu depuis sa draft. Donc là-dessus, il faut continuer. Il a eu beaucoup de compliments de la part de Gary Trent Jr. Donc il faut continuer là-dessus. Gary Trent Jr. que je trouve intéressant aussi. Plutôt encore une fois très inconstant, mais c'est un attaquant, un shooter, les mi-distances, tout ça, bah, ça peut rentrer comme ça peut ne pas rentrer, mais à 3 points, je l'ai trouvé plutôt fiable et très très important. Voilà, Achua, pas si mal non plus, mais en fait, j'ai l'impression que si on reprochait à Nick Nurse, je vais peut-être faire le relou, hein, mais si on reprochait à Nick Nurse l'année dernière de pas assez utiliser son banc, j'ai presque l'impression que là, on l'utilise presque un peu trop et que du coup, ça nécessite une adaptation. Tu as parlé de Pascal Siakam qui semblait hors rythme. J'ai un peu cette sensation-là aussi parfois sur Scotty Barnes, alors qui a toujours cet impact sur le jeu. On le voit bien, il stat partout, il score, il prend des rebonds, il fait des passes. Il a signé c'était son premier triple-double, je crois, en carrière Deuxième, contre Chicago. deuxième en carrière, Deuxième, premier pardon, de la saison. deuxième. Donc voilà, est-ce que à terme c'est ce qu'on va voir de Scotty Barnes, c'est-à-dire peut-être un petit peu moins de scoring, mais alors à la passe, il est vraiment très bon. Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'adaptations à attendre et donc que voilà, c'est que la première semaine. Chicago, bon, tu as ce trou d'air catastrophique qui fait que tu perds le match. Pour moi, c'est la principale raison, même si tu as parlé d'autres qui sont aussi à citer, qui seront à citer, mais la raison principale, c'est qu'on passe plusieurs minutes sans réussir à scorer et qu'on prend une valise de points dans l'autre sens. Donc voilà, t'es à 1-2, tu pourrais être à 2-1. La perte contre Philadelphie, je suis désolé, mais
on maintient quand même, on est dans le match quasiment jusqu'au bout, donc ça c'est pas si mal. Voilà, il faudra attendre un petit peu plus pour tirer de vrais enseignements concrets et sur du long terme. Mais le début de saison n'est pas si négatif que ça. Faut rester raisonnable. Oui, et puis par contre, il y a un enseignement pour moi que je retiendrai du match de Chicago, et je pense que Darko s'en est bien rendu compte. C'est beau de vouloir utiliser le banc, mais trop de joueurs du banc avec peu de titulaires, ça semble être vraiment compliqué. C'est à ce moment-là qu'il y a eu ce vrai gros trou d'air. Et la question, est-ce que Malakai Flynn va à terme réussir à conserver ce rôle de backup meneur? Ça a été compliqué pour lui contre Chicago. C'était peut-être un peu mieux contre Philadelphie, mais en défense, je le trouve quand même toujours très, très léger. Il y a eu une interview dernièrement de Bobby Webster, qui disait qu'ils attendent de lui qu'il soit une peste en défense. Ils attendent de lui un peu ce que faisait, j'imagine, Fred VanVleet, qui compensait sa petite taille par une activité dans les mains. Ça, je ne l'ai pas retrouvé, notamment contre Philly, et on va en parler après dans ce match contre Philly, pourquoi les Raptors n'ont pas réussi à embêter Joel Embiid comme ils l'ont fait par le passé. Ils n'ont pas réussi à embêter Maxi, mais ça, c'est comme d'hab, j'ai envie de dire, il a juste été sensationnel. Et ce que je voulais souligner aussi, l'un des enseignements sur ces premiers matchs, c'est on a un Dennis Schroeder à plus de 10 passes par match. 11 passes, 10 passes, 10 passes sur ces trois premières. L'adresse n'est pas forcément là dans le shoot près du cercle, c'est assez étonnant. Il a raté pas mal de flotteurs et de lay-up. À 3 points, c'est très bien. Et dans la gestion de l'équipe, c'est aussi vraiment très bon. Pour conclure sur ces généralités, qu'est-ce que tu en as pensé? Très content aussi, ouais, je suis d'accord avec toi de Schroeder. Très surpris de son adresse à 3 points, que j'attendais moins importante que ça. Je m'attendais pas spécialement à ce qu'il prenne plus de tirs longue distance, mais disons que quand il les prend, on n'est pas particulièrement inquiet sur ce début de saison. J'ai envie de dire, bah ouais, vas-y. Il est dans ce que moi j'attendais de lui perso, et ça fait du bien parce que c'était quand même une grosse inconnue et un problème qu'on annonçait en début de saison, enfin pré-saison. Donc non, plutôt satisfaisant, mais oui, effectivement, il va falloir se poser la question de la rotation au poste 1 quand il va sortir, parce que même si on a deux ball handlers que peuvent être Siakam et Scotty Barnes, il manque quelque chose quand même. Il manque un vrai meneur pur de formation avec un petit côté un peu virevoltant et puis et ce que Scotty Barnes n'a pas et je ne sais pas s'il l'aura un jour quoi. Donc est-ce que Malachi Flynn a du souci à se faire dans le cadre d'un transfert ou quoi? C'est-à-dire est-ce qu'il faut chercher à l'extérieur de la franchise quelqu'un pour le remplacer? Est-ce que à terme, Schroeder finirait par sortir du banc et Gary Trent Jr. Titulaire, et que donc bah, il y aurait plus vraiment, on serait vraiment sans ce meneur dans le 5 de départ? À mon sens, je suis pas sûr. Pour moi, le 5 de départ, le problème du 5 de départ, en fait, tu l'as dit, sur ce début de saison, c'est Jakob Poeltl, c'est pas Schroeder ou autre. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser encore, mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à devoir se poser la question de Poeltl. Mais à sa décharge, je trouve qu'il est très peu servi sur pick and roll. On avait vu ça beaucoup avec Fred VanVleet l'année dernière. Ils avaient une vraie complicité. Peut-être qu'il va falloir encore du temps pour que ça se développe avec Schroeder, qui fait beaucoup de passes décisives, mais qui trouve très peu Poeltl. Mais Poeltl aussi, qui, on dirait, a les mains un peu fuyantes sur ce début de saison. Il rate pas mal de choses près du cercle aussi. Donc, ça n'excuse pas tout. Mais c'est vrai qu'on en attend bien plus et dès ce soir contre Portland. Le Pas- ballon lui est parfois mal donné aussi, je trouve, hein. Quand on a un grand comme ça qui roule vers le cercle, il faut lui donner le ballon en l'air, hein, pas le ballon au niveau des genoux. Hmm. Et ça joue aussi, je pense, dans son manque de confiance. Mais j'ai aussi, encore, je vais me répéter, mais j'ai aussi beaucoup de mal à le voir ballon en main en tête de Ouais. raquette. Je trouve que c'est des secondes où, en fait, sur une possession, l'équipe en face n'est pas du tout en danger. Parce que lui, déjà, ne peut pas shooter de cette distance. Et parce qu'en plus, il n'y a pas de coupe vers le panier où il peut faire jouer sa taille, sa vision de jeu. Donc, à mon sens, il y a une question à se poser dans son utilisation à ce niveau-là aussi. Ouais, c'était l'une des grandes nouveautés de Darko qui était
super enthousiaste à cette idée-là. Et je suis d'accord avec toi. Et en plus, j'allais le dire si tu n'allais pas l'ajouter là. C'est pour l'instant l'un des grands échecs des nouveautés de Darko Rajakovic, cette utilisation des pivots en tête de raquette, que ce soit Poltol, mais que ce soit encore plus Achua qui, pour l'instant, ne montre vraiment pas un sens du jeu, mais malheureusement Non. qu'on lui connaissait, qu'il n'avait pas déjà. C'est encore compliqué dans la prise de décision. En revanche, quand il se Il est plus jeune contente, aussi, tu vois. ouais, il est plus jeune, et puis, mais quand il se contente de faire pick and roll et de rouler vers le panier et que c'est ouvert, on lui envoie en l'air. Là, par contre, il est juste Ah, sensationnel. c'est ça, c'est ça. Mais lui faire démarrer des attaques en tête de raquette où il Mm. doit prendre la décision en 0,5 secondes, pour l'instant, je trouve que c'est Ouais. très compliqué. Non, non, on est d'accord. On est Donc, d'accord. affaire à suivre, tout ça. Enchaînons sur les matchs. Là, je vais beaucoup faire appel à toi parce qu'au final, moi, j'ai pas eu le temps de re-regarder le match des Wolves et comme je travaillais en même temps, j'ai pas été Mhm. super attentif. Bon, j'ai vu l'évolution du score. On a fait une très grosse défense et Mm. on a gagné vraiment en défense ce match. Mais comment tu pourrais résumer un peu cette rencontre face aux Wolves? Qu'est-ce que tu avais bien aimé? C'est le match où il y a eu le plus de constance comment dirais-je, sur les trois matchs qu'on a joués jusque-là. On a été au niveau, on a répondu aux défis proposés, des espèces de deux tours jumelles là dans la raquette, Rudy Gobert, Karl Anthony Towns, qui n'ont pas réussi à faire une différence extraordinaire. En face, c'est Anthony Edwards qui a maintenu Minnesota dans la rencontre principalement. Mais derrière, sinon, non, tout s'est relativement bien passé. Scotty Barnes s'est monté en température doucement. Pascal Siakam était encore utilisé correctement, j'ai envie de dire, en tout cas dans un volume correct. Et puis, bah non, les apports du banc ont été efficaces. McDaniels apporte ce qu'il faut dans ses minutes, même si voilà, il va pas scorer 15 points par match, on le sait. Mais il est là et encore une fois, l'objectif, à mon sens, de ces remplaçants-là qui vont arriver, qui vont être les huitième, neuvième et dixième hommes, ça va être de ne pas être les points faibles sur le terrain. Et sur ce match-là, ça a été le cas. Donc voilà, c'était une bonne façon de démarrer la saison. Et c'était une bonne base pour préparer le match contre Chicago. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, hein. On a continué à surfer sur cette vague quasiment tout le premier quart-temps contre Chicago. On démarre très très bien le match. Je crois qu'on mène 16-4 très rapidement dans le match de Chicago. Et puis avant de s'effondrer quasiment sans explication. Donc voilà, c'est sur ce genre de dynamique qu'il faut retrouver, ce genre de momentum positif qu'il faut retrouver et surfer là-dessus le plus longtemps possible et éviter les coups de moins bien, là, les blackouts complets sans explication, parce que c'est ça qui fait très mal. Ouais, si je devais ajouter un truc de ce premier match contre Minnesota, c'est vraiment la performance défensive d'Oji Anunoby Hum, sur Edwards qui score 26 points mais en 26 tirs et qui avait surtout commencé en marquant 10. Oji a dit en conférence de presse après qu'il était peut-être un peu trop lâche sur lui en défense et il a vite rectifié le tir et il hum. était vraiment sensationnel et il a posé les bases de sa saison. Malheureusement, cette blessure contre Chicago est venue un petit peu tout gâcher, mais ouais, je noterais ça. Le bon apport du banc, un Precious Achiuwa qui a été sobre, qui nous a gratifié de alley-oop. Il y en a un quand Siakam lui envoie en l'air. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il pouvait aller la chercher. Je la voyais beaucoup trop haute et il est allé la chercher à une de ses hauteurs. Un bon apport défensif aussi de sa part. Et oui, voilà pour ce match-là, ce que j'aurais à noter. Gary Trent Jr. avait fait un petit match, mais lui aussi, je Oui, pense discret. qu'il Hum. va falloir qu'il trouve un peu sa place dans cette attaque. Je parlerai de lui sur le match contre Philadelphie. On peut passer à Chicago. Tu en as déjà tiré deux, trois mots. Chicago, ce que j'ai bien aimé, c'est l'entame de match. Et c'est drôle parce que je l'avais dit dans la preview. Je l'avais dit, ce 5-là, on sait qu'il va avoir des problèmes de spacing. Oh, dernière chose, le match d'avant, 40% à 3 points. C'était quand même Oui, oui. assez intéressant, même si c'est pas sur un gros volume. Hein, je crois qu'ils en ont mis 13 sur 30 et quelques. Mais c'est toujours ça et ça permet d'avoir les frites gratuites à McDo au bout de 10 à 3 points pour un achat de 3 dollars, il faut préciser, seulement en Ontario. Mais, T'es sponsorisé là, tu fais un coup de pub quand même. mais non, c'est pour tous les gens de l'Ontario qui ont envie d'avoir des frites gratuites. Revenons à Chicago, comme tu l'as dit, gros début de match.
Gros Ouais. début de match défensif encore, énorme. 4 points encaissés en 6 minutes, un truc comme ça. 14-6. Et première rotation, les rotations s'ajoutent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que Scotty, je crois. Non, Scotty sort en premier. Je sais plus Scotty qui sort est. en premier, c'est Siakam, je crois, qui reste. Siakam plus rotation et après Scotty revient sur la fin du carton et c'est pas mieux. Et de toute façon, ça va aller presque jusqu'au retour total du 5 de départ, puisqu'on se prend un 49, comme tu l'as dit, et le 5 de départ finit sur un 12-0 et va C'est ça. enchaîner ensuite en troisième quart sur un 33, 8 ou 9 ou 12, je sais plus, pour en fait après renverser de nouveau le match et être à 17 points d'avance à 6 minutes de la fin. Et là, blessure d'Oji et ensuite une série d'événements que tu peux Et pas. les arbitres qui bloquent Les, complètement. des arbitres qui ne sifflent que dans un sens et ensuite une série d'événements que tu ne peux pas imaginer en fait tous dans le même match. Non. C'est-à-dire Et une tous remise, dans le même sens. ouais, et une remise en jeu, tu perds la balle. Euh, deux remises en jeu où tu perds la balle parce qu'il y a La première, elle est déviée et tu perds la balle parce que tu remets pas en jeu suffisamment dans les 5 secondes. Et la deuxième parce que les arbitres estiment que Siakam des pouces, je crois que c'est une faute Caruso qui est sur offensive de lui, qui Caruso vend qui très bien flotte. là, qui vend très bien sa cam d'ailleurs. Caruso joue parfaitement le coup et les arbitres tombent dans le panneau, hein, mais... Caruso qui flop, et ensuite tu as des lancers francs ratés, des rebonds pas pris, euh, des fautes sur DeRozan où Poltel est tout droit, il y a faute alors que normalement il n'y a rien. Et Chris puis Boucher qui saute, Chris qui Boucher saute qui pour au saute sur la contre fin et DeRozan qui saute manifestement dans le corps de Chris Boucher pour provoquer la faute, alors que normalement ce genre d'action ne devait plus être sifflé. et qui a été indiqué marché dans la révision de la ligue qui sert juste C'est à ça. te Mm. foutre juste un peu plus les boules parce qu'au final ça ne Oui, change rien. Et Scotty Barnes, tout ça c'est dans le temps réglementaire, c'est même pas encore la prolongation. c'est Scotty ça. Barnes aussi qui vient aider Siakam qui défend très bien DeRozan, qui vient de je ne sais Mm. pas où et qui mord à la feinte et qui vient lui Mm. sauter dessus et qui se fait bien engueuler par Siakam d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu fous là? Et le match qui va en prolongation, alors qu'il aurait dû être gagné, puisque DeRozan rate des lancers aussi. C'était DeRozan rate 3 lancers dans trois. les 2 dernières minutes. C'est assez improbable, même lui il n'en revenait pas. C'est ça, mais là, Euh, il nous a rendu tout ce que Diar nous a pris c'est ça. lors du, lors du play-in. Et au final, en prolongation, tu mènes de 4 points, pareil à 30 secondes de la fin, et tu vas encore dérailler complètement. Mm. Incapable de faire des remises en jeu, alors que tu as l'un des joueurs les plus rapides de la ligue, qui suffit de lui mettre un écran qui court à l'autre bout du terrain, qui gagne du temps et les adversaires fassent faute. Et tu n'arrives pas à faire ça parce que les joueurs sont pas dans les bons timings. Et au final, tu perds alors que tu mènes de 2 points. Tu as, en plus une occasion de faire faute sur Vucevic sur l'action d'avant. Non, c'est sur l'action de DeRozan, ça encore. Que tu peux faire faute sur Vucevic pour l'envoyer au lancer plutôt que l'action se poursuit. Non, en prolongation, je ne me rappelle plus de l'action qui se passe avant que Siakam se fasse prendre la balle par Caruso, que tu as une contre-attaque de Lavine et encore au lieu de faire faute sur lui, tu le laisses trouver un joueur à 3 points qui va te crucifier. Non, Ben, mais Caruso à 3 points. Mm. de toute façon, ce match-là, comme je disais tout à l'heure, j'espère que toutes les erreurs possibles et imaginables, ils les ont faites là et qu'ils ne les referont pas par la suite. Enfin, j'espère. C'est d'autant plus frustrant que, encore une fois, on vient de parler là pendant plusieurs minutes des décisions arbitrales, etc. Mais si tu n'encaisses pas ce 40-9 catastrophique alors que Exact. tu as les deux mains sur le volant, c'est terrible. Chicago n'arrive pas. Tu as la défense qu'il faut, tu as l'attaque qui est efficace et tu as tout le momentum pour toi. Si tu ne les remets pas à ce point en jeu et en tête du match, parce que du coup 40-9, même si Ouais, on avait bien démarré le match, Chicago passe en tête assez facilement. ouais. Tu reviens et tu reprends, tu l'as dit, 15 ou 17 points d'avance dans le dernier quart-temps et tu t'envoies bêtement en prolongation alors que normalement ce match aurait dû être plié en première mi-temps. Ouais, complètement. Parce que même si tu te Donc, prends, allez, pas un 49, mais on dit tu as un trou d'air, tu te prends un hmm, 20-9, hmm, en fait, il repasse même pas devant puisqu'on c'est avait ça. 17 points d'avance. Et après, en début de troisième quart, ton 5 de départ refait le taf. Et en fait, tu prends le large et au final, tu n'as plus qu'à gérer. Donc, je suis assez d'accord avec toi, même s'il y a toutes ces erreurs, le match, ils le perdent en première mi-temps, en fait, avec Hmm, ce passage catastrophique du banc. c'est Et ça.
qui a au moins permis Où il de... n'y a aucune alternance, on l'a dit, c'est 3 points 3 points, exclusifs. 3 Et points. puis, Ouais, au moins 6 ou 7 tirs à 3 points de suite, mm, sans aller chercher des fautes, des lancers. c'est ça, et c'est exactement ce qui nous a remis dans le match en deuxième mi-temps, c'est justement d'aller Oui. plus proche du cercle, provoquer des lancers, etc. Mm, mm. Mais alors, il y a Totalement. certainement eu un discours d'ajustement à la mi-temps, hein, mais cette remarque-là, tu peux facilement la faire sur un temps mort. Enfin, il n'y a pas besoin d'une mi-temps pour réaliser qu'il faut aller provoquer au cercle quand tes 3 points ne rentrent pas. C'est clair. Surtout que le jeu de Darko basé sur le mouvement doit t'amener à ce genre d'action, à aller pénétrer. En plus, c'est pas comme si c'est Vucevic dans la raquette, c'est même pas, ils ont même pas un pivot dominant. Encore, on va passer à Philadelphie. À l'inverse, contre Philadelphie, on a vu que Joel Embiid verrouillait vraiment la raquette et que, à l'inverse, contre Philly, ça a été vraiment très compliqué d'aller au cercle. J'en ai parlé tout à l'heure avec Schroeder qui a eu énormément de mal à finir ses actions. On a eu un point positif que j'ai bien aimé, Gary Trent Jr. qui a essayé de pénétrer. Malheureusement, ça n'a pas été concluant, mais j'aime le voir prendre ce genre d'initiative. Donc 16 tirs, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Il y en a qui le soulignaient sur Twitter, qu'il a eu 2 fois plus de tirs que Siakam sur ce match-là. Mais en soi, les tirs qu'il prend, ça ne me dérange pas trop. En plus, sur certains, il y avait du contact. Ça n'a pas été trop sifflé. Mais revenons sur ce match de Philly. Pour moi, le gros truc, et on n'était pas habitué à ça, c'est que la stratégie pour défendre Joel Embiid, elle était, j'ai pas envie d'être méchant, mais elle était bidon. Ouais, après, c'est pas Joel Embiid qui m'embête, c'est-à-dire que Joel Embiid, tu sais très bien qu'il va mettre sa trentaine de points et à la limite, j'ai presque envie de dire tant pis. Moi, c'est Tyrese Maxey qui me casse les pieds à chaque fois qu'on rencontre Philadelphie. Alors, ok, on n'avait pas OG Anunoby sur ce match-là, mais il n'a pas le droit d'être aussi insolent avec. En plus, c'est uniquement avec nous. J'ai vu le tweet passer. Je sais plus si c'est toi qui l'as partagé ou quelqu'un d'autre. Le tweet de ses meilleures performances au scoring. Je Ouais. crois que dans le top 10, il doit y avoir 3 fois un match contre Toronto. C'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est plus ça qui m'a embêté. Après, on parlait du match de Philadelphie où on est dedans quand même jusqu'au bout. Bon, heureusement qu'on commence le match par un, je crois, 8 sur 8 à 3 points. Ouais, 7 sur 7, je crois. Ouais. Ça aide à maintenir le match intéressant. Mais bon, après, bon, encore une fois, c'est difficile de tirer des engagements sur ce match. Il y avait, au-delà du fait que de toute façon, ces deux équipes-là ne boxent pas dans la même catégorie, on le sait, il y avait aussi le côté un peu émotionnel du retour de Nick Nurse. Bon, on a bien vu hein, la première réaction post-game qui est sortie sur les réseaux. La question s'était posée à Scotty Barnes, ce qu'il avait pensé ou ce que ça lui faisait, je crois, de revoir Nick Nurse à Toronto. Bon, on a bien senti que le match en lui-même était un peu secondaire, quoi. Ça lui faisait rien du tout, il a dit. Mais Mais même lui, mais je pense qu'il devait y avoir aussi un peu de surprise dans le sens, mais attendez les gars, moi je suis là pour parler du match, je suis pas là pour ouais, parler de. Je pense que totalement. ça devait le saouler aussi. Hein. Mais en plus, le truc, c'est que, mais on a cessé de le répéter, Nick Nurse n'avait pas de relation proche avec ses Non, joueurs. non, C'est l'opposé de Darko Rajakovic. J'ai regardé son interview parce que je suis arrivé plus tard que cela. Son interview avant match, on lui posait des questions sur comment est Joel Embiid et il a parlé de tout sauf de l'humain en fait. Nick Nurse n'est pas dans l'humain. En fait, je c'est pense ça, que c'est pour ça que ça lui allait très bien d'avoir un Kawhi Leonard. Au final, c'était la star parfaite pour lui parce que c'est c'est quelqu'un qui sûr, ne demande pas une relation humaine. Donc, c'est sûr. Scottie Barnes, il n'allait pas nous dire qu'il était super heureux de retrouver Nick Nurse Mm. et qu'il lui a sauté dans les bras, à l'inverse de quand on voit Darko qui a eu son poste où tous les joueurs l'ont félicité. C'est comme ça, Nick Nurse n'a pas de relation avec ses joueurs personnels. Et c'est pas pour ça qu'il l'aime pas. Hein. Ça, quand j'ai vu des tweets, oui, regardez, ça se voit. Non, Il bien l'aime sûr, pas. c'est une façon Euh, de manager et de gérer un groupe. C'est à deux philosophies différentes et puis c'est tout. Exactement, exactement. Bon, pour revenir au match rapidement, Mm. je pense que tu as tout résumé. En fait, Maxi était sur une autre planète parce qu'il ne fera pas à tous les matchs un 7 sur 9 à 3 points. S'il est sur une performance normale dans ses pourcentages au tir, en fait, le match, il est gagné pratiquement. En revanche, que les Raptors ont mal fait, c'est qu'ils ont continué à passer sous les écrans quand il prenait des pics et il a shooté derrière les écrans de Embiid. Et si tu passes en dessous, c'est mort pour toi. Ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est en fait les prises à deux sur Embiid étaient trop prévisibles. Et d'ailleurs, Embiid finit avec 8 passes décisives, alors que c'est pas un passeur de génie habituellement, mais en fait, il les voyait trop facilement venir et j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas assez agressives.
c'était souvent Barnes à l'opposé. Une ou deux fois Siakam, qui s'est d'ailleurs laissé prendre dans son dos par Tobias Harris vers la fin de match où c'était très important. J'ai trouvé que les prises à deux n'étaient pas assez agressives et après peut-être qu'il manquait OG. OG est un des spécialistes à venir chercher le ballon dans les mains des bigs. Et là, on a vu par contre la différence entre un Schroeder et un Fred VanVleet, par exemple. Fred VanVleet, c'était vraiment le spécialiste pour ça. C'était vraiment lui qui venait embêter Joel Embiid dès qu'il posait un dribble. Après, je pense que Nick Nurse aussi a bien géré le truc. On a vu très peu de Embiid au poste bas. Il était souvent sur l'aile, sur l'elbow, là, le 45 degrés, là où il pouvait avoir vraiment la vision sur les aides qui arrivaient sur lui. Je pense que Nick Nurse a bien préparé le truc aussi. C'est le pro pour savoir comment l'embêter. Maintenant, il l'a de son côté. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il sache très bien l'utiliser. Et en soi, ce match, comme tu l'as dit, pour moi, il n'y a pas de déception parce que on a clairement vu la différence entre les deux équipes. Il y a même pas photo. Oui, oui, là-dessus, c'est évident. Je reviendrai sur ce que tu disais sur les prises à deux. Elles étaient très lisibles et surtout, elles étaient systématiques à un moment donné. C'était assez impressionnant. Donc, je comprends le côté, tu as envie de le limiter, mais à un moment donné, il faut être un peu imprévisible et un peu alterner dans les décisions pour le mettre mal à l'aise parce que là, c'était systématique et c'était un petit peu une parodie. Mm. Après, encore une fois, là, on va chipoter parce que je le répète, mais perdre contre Philadelphie, c'est pas de honteux, il y a rien de honteux, surtout pour nous, ça va arriver à des gens. Donc voilà. Non, ce qui est frustrant, en fait, c'est le point culminant de cette semaine, c'est la défaite à Chicago. Et encore une fois, si tu remportes ce match à Chicago, j'ai presque envie de te dire, si tu remportes ce match à Chicago dans le temps réglementaire, même en ayant ce trou d'air où tu encaisses ces 40 points là sans quasiment scorer, derrière, tu perds contre Philadelphie, c'est pas grave, c'est une bonne semaine. Exact, exact, exact. Donc, ça se joue là-dessus. Et tu arrives peut-être euh, sans pression contre Philly, puisque tu es à 2-0. Et en plus, tu as gagné un match serré où tu as connu des galères, où tu es bien revenu. Et au final, le match contre Philly, tu l'abordes sans pression. Et tu peux peut-être aller l'arracher. Je sais D'autant pas. plus qu'il y a un truc qu'on n'a pas mentionné sur ce match à Philadelphie, c'est que c'était un back-to-back. C'était Il a un bac. fallu rentrer de Chicago dans la nuit pour derrière jouer le match à Philadelphie, donc les batteries étaient peut-être un peu à plat. Donc c'est encore une fois, on serait à 2-1, on pourrait dire que c'est une très bonne semaine, presque une semaine parfaite. C'est pas le cas, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, des choses encourageantes et puis bah, des axes de progression clairs, d'amélioration clairs. Donc au moins, on sait déjà un petit peu plus à quoi s'attendre et quoi observer avec attention à partir de maintenant. Exactement. Et tu le disais, là, on est à 1-2. Et du coup, petite pression quand même avant de jouer Portland ce soir, qui est en 0-3 et qui est clairement en reconstruction, qui a perdu contre Philadelphie hier, qui sera du coup en back-to-back. Et on va parler maintenant de ce match contre Portland pour finir les Raptors qui vont affronter une équipe de Portland, on le disait, qui est en back-to-back après avoir perdu contre Philadelphie hier. Les Blazers qui n'ont pas gagné encore de la saison, ils restent sur 3 défaites. Ils seront privés de Anthony Simons et on l'a appris à l'instant que Robert Williams ne jouera pas non plus, le nouveau backup de DeAndre Ayton. Du côté des Raptors, le point sur les blessés. Bien sûr, Koloko, on n'a toujours pas de nouvelles. Problème respiratoire, on en est là. Les seules évolutions que j'ai vues personnellement à l'entraînement, c'est que maintenant, au moins, il est en tenue. Au départ, il était souvent en crocs ou en claquettes. Là, on le voit prendre des shoots. Il est avec les chaussures de basket, quoi. Mais pour l'instant, tu sens qu'il fait très peu d'efforts. C'était soit des tirs sous le panier à l'arrêt ou des jump shots dans le corner ou à 3 points le long de la ligne de fond à mi-distance. Mais c'est pas de course en fait à chaque fois. Donc on ne sait pas trop. Et Oji était là au shoot-around ce matin. J'ai pas le souvenir d'avoir vu Precious, mais tous les joueurs n'étaient pas là, hein. Siakam n'était pas là, par exemple, il était déjà retourné au vestiaire ou en salle de muscu. Donc là, on n'a pas vraiment de nouvelles. J'ai pas d'injury report qui est sorti encore pour les Raptors. Donc on verra. En tout cas, le 5 de départ côté Raptors, Alex, selon toi, face à ces Blazers.
Eh ben, tout va dépendre de la disponibilité ou non d'Oji Anunoby. Si Oji est là, on retombe sur le 5 de départ qu'on a vu sur les 2 premiers matchs. Sinon, ce sera Gary Trent Jr. dans le 5 de départ. A priori, je vois mal comment on pourrait partir sur quelque chose de différent. Ouais, tout à fait. Ensuite, par rapport aux joueurs de rotation en cas d'absence de Precious Achiuwa et de Koloko, on peut s'imaginer, en tout cas pendant la pré-saison, c'était Tadeusz Young qui occupait ce poste de troisième pivot un petit peu. On a vu Boucher faire son retour dans la rotation. En face, c'est DeAndre Ayton. À mon avis, que ce soit Boucher ou Tadeusz Young, ils vont avoir des problèmes face à lui, ne serait-ce que physiquement. Est-ce que tu penses qu'on pourrait voir une rotation différente? Est-ce que tu vois des joueurs rentrer? Ou pour toi, on va rester sur du classique côté Darko Rajakovic avec principalement Chris Boucher, du coup? On va imaginer qu'il n'y a pas de Precious parce qu'il était quand même questionable et on a vu que le dernier match, OG questionable, au final, ils avaient annoncé qu'il jouait, mais il n'a pas joué. Donc, si on Ouais. part du principe qu'il n'y aura pas Precious, Chris Boucher, Grady Dick qui a quand même eu presque 30 minutes contre Philadelphie, Malakai Flynn qui devrait être reconduit pour donner des minutes sur le poste de meneur, et Jalen McDaniels. Est-ce que tu vois d'autres joueurs s'ajouter, peut-être des surprises? Bah, des surprises, oui et non, mais si on repart sur le même scénario et qu'on a un Jakob Poeltl qui prend 2 fautes dès le premier quart-temps, on va forcément avoir besoin de monde. Oui, t'as parlé de Tadeusz Young. À mon sens, c'est celui qui tient la corde à la 11e place dans nos joueurs de rotation. Porter Junior, honnêtement, j'en attends plus rien. Quand il est là, si jamais il rentre, ben, on verra bien ce que ça donnera. Mais bon, il a tellement pas joué l'année dernière, on a l'impression que sa blessure a pris beaucoup plus de temps que peut-être prévu. Je sais pas trop. Il y a une ambiance bizarre, une énergie bizarre autour du cas Porter. Je parlerai même pas de Garrett Temple qui, pour moi, n'a absolument aucun intérêt dans ce roster. Donc voilà. Non, pour moi, il y aura pas de grosses surprises. On espère voir Oji Anunoby au moins présent ce soir pour nous rassurer, parce que bon, on nous dit que c'est pas trop grave, mais au final, il a pas joué contre Philadelphie. Visiblement, le doute a quand même été maintenu jusqu'au dernier moment. Donc, j'ai bon espoir qu'il soit là ce soir. Peut-être avec une restriction de minutes, peut-être pour être un peu prudent, j'en sais rien. Mais voilà. Après, en cas d'absence d'Achua, oui, évidemment, on va beaucoup compter. On espérera que Peutel ne prendra pas ces 2 fautes d'affilée bêtement dans le premier quart-temps et surtout qu'il sera un peu plus impactant positivement dans ce match contre Portland, qui, tu l'as dit, normalement fait partie de ces équipes-là que Toronto doit arriver et taper du poing sur la table et faire respecter une certaine supériorité. Oh, clairement, et si on peut passer direct aux clés du match, pour moi, Paul Tull doit faire un gros match contre Ayton. Ayton, c'est un pivot qui a du mal sur la latéralité, sur la défense en pick and roll. Et clairement, Paul Tull, ce soir, il doit prendre le dessus sur lui en attaque. Y a pas vraiment à réfléchir là-dessus. J'attends un Paul Tull vraiment bon offensivement. Défensivement, il saura défendre sur lui. Il va avoir l'impression que ça sera beaucoup plus facile parce que comparé à Joel Embiid, Ayton, il a 2 moves. Donc, normalement, ça devrait être plus simple à défendre. Et ensuite, quelles sont pour toi un peu les clés de la rencontre face à cette équipe de Portland, qui est une équipe jeune, Scoot Anderson qui a un peu de mal à se mettre dans le rythme de la NBA, j'ai trouvé. Je crois que le dernier match, il met que 4 points, quelque chose comme ça. Donc, normalement, les Raptors, même à l'expérience, devraient remporter ce match. Mais pour toi, quelles sont les clés majeures? Ah, tu l'as dit, tu as parlé de l'opposition Peutel-Ayton. Encore une fois, je vais me répéter, mais ça va dépendre. Pour sa défense sur Ayton, ça va dépendre de son nombre de fautes au bout de 6 minutes. Parce que ça, c'est pareil, hein, tu peux défendre correctement et si tu as pris 2 coups de sifflet, dont un petit peu litigieux, ben, tu es en galère pour tout le reste du match. Oui, non, après, tu l'as dit, c'est une côté expérience qui va être important. L'utilisation de Siakam, évidemment. Il faut pas qu'ils nous remettent un match comme contre Philadelphie, parce que sinon, on va commencer à tomber dans une dynamique un peu bizarre. Et quand on sait sa situation contractuelle, ça va jaser, ça va causer, ça va faire couler beaucoup d'encre. Et on sait que c'est jamais bon dans l'entourage d'une équipe. Donc voilà, si Grady Dick effectivement a lancé sa saison et peut capitaliser sur des matchs où il y a peut-être un petit peu moins de pression, si le 5 majeur fait le boulot très vite, et que en même temps en face, il n'y a pas non plus des défenseurs extraordinaires,
Voilà, tous les matchs entre guillemets plus simples, sans côté péjoratif ou arrogance, ce sera des bonnes choses et des bonnes minutes pour lui pour apprendre. Ouais, je te suis complètement. Je veux un gros match de Siakam ce soir. En plus, c'est une équipe qui habituellement lui réussit très bien. Habituellement, il met des gros scores contre Portland. Donc, j'espère un Siakam Je veux un Siakam avec 20 tirs ce soir et au moins 25 points. Je ne serais pas satisfait si ce n'est pas le cas. Après, s'il y a la victoire, ça sera cool. Mais si on voit encore un Siakam qui est utilisé comme un role player avec très peu de ballons, ça va me déranger un petit peu. Donc, je vais suivre ça. Je vais suivre le duel Schroeder contre Scoot Henderson et on va surveiller de près aussi les Canadiens qui ont l'habitude de faire souvent des grosses performances ici. Est-ce qu'on va se taper le career high de Shaedon Sharp ce soir? Ça va être intéressant à voir, mais j'espère qu'il y aura OG Anunoby pour lui faire revenir un petit peu à la réalité des grosses défenses NBA. Et puis, on va surveiller, bien sûr, le match de Scottie Barnes, qui, lui, en revanche, il est sur une très, très bonne dynamique. Et on va espérer que ça continue ainsi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? On ne va pas aller bien plus loin. On n'a pas besoin d'aller dans les détails sur ce match-là, à mon avis. Non, non, on a tout dit. Eh bien, on va juste faire le point sur les autres matchs de la semaine. Les Raptors qui joueront les Bucks, puis les Bucks à domicile mercredi, puis qui se déplaceront à Philadelphie. Je ne sais plus si c'est vendredi ou samedi. En tout cas, un gros programme à venir cette semaine. Et donc, quand même, un petit peu de pression sur cette rencontre parce que en cas de défaite, les Raptors seraient déjà en 1-3 avec la possibilité d'en perdre deux encore à venir puisque ça va être des très gros matchs qui sont vraiment pas garantis de les gagner. Donc, vraiment, c'est un peu déjà un must-win celui-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça ferait déjà très tâche de perdre encore ce match-là. C'est tout à fait un must-win, surtout déjà de base à effectif complet et vu les prétentions des deux équipes. Mais en plus, Portland est quand même privé de pièces importantes. Et en plus, bah, tu l'as dit, les deux matchs suivants sont quasiment perdus sur le papier, ou en tout cas, serait normal de les perdre. Donc non, non, complètement must-win ce soir pour Toronto. Et si en plus ça peut être avec la manière, ce sera encore mieux. Parfait, on va se quitter sur ces mots. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec les 5 questions posées à Chris Boucher lors du shoot-around. Merci à toi, Alex. Merci Mike, bon match à tous. Et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go let's go Raptors! Raptors. 5 jours, c'est quand même pas facile. Comment vous préparez pour le match de ce soir? Aujourd'hui c'était plus film. On sait qu'on peut faire plus de shots. En ce moment on ne shoot pas bien la balle, alors on a shooté beaucoup de shots. Et c'est juste, comme j'ai dit, on est toujours proche, on a juste besoin de travailler un peu plus fort. Et puis comme j'ai dit, c'est juste le début de la saison. On est encore en train d'apprendre, mais on s'améliore. Oui, personnellement, vous n'avez pas joué le premier match, mais vous avez joué les deux derniers. Est-ce que pour ce soir, on peut espérer vous avoir beaucoup plus sur le terrain? Je dirais oui, mais comme j'ai dit, c'est la décision de coach. Mais je pense que avec la façon qu'on s'améliore et la façon que ça joue, je pense que j'ai pris un rôle et que je suis capable de faire ça à chaque jour. Je pense que le coach a réalisé ça aussi. Est-ce que le fait qu'il y a quand même beaucoup de dialogue avec Darko, est-ce que ça t'a aidé à le prendre mieux en quelque sorte, le fait de ne pas jouer au premier match? Ouais, c'est sûr, c'est plus facile si tu parles à ton coach, il te dit exactement qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est beaucoup plus facile que si tu t'attendais pas. Mais aussi, il m'a dit qu'est-ce que je dois faire pour revenir et ça aide aussi, ça donne la facilité plus à devenir meilleur. Et est-ce qu'on peut en savoir plus sur justement ce qu'il t'avait demandé de faire de plus pour avoir du temps de jeu? Non, mais c'était plus du genre, il y a des gars qui sont dans l'équipe et c'est plus trouver un rôle, avec l'énergie et tout, c'est là, mais trouver une façon d'impacter la game. Et je pense qu'au début, c'était à cause de l'équipe qu'on a et beaucoup de joueurs, c'était juste pas mon temps. Mais comme il m'a dit de rester prêt et puis quand je rentre dans la game, de le faire. Et puis c'est ça qui va me faire revenir dans la rotation. Et au dernier match, on a vu Pascal qui a pris que 8 tirs. Est-ce que c'était un peu au centre des discussions sur la préparation de Portland, essayer de plus l'impliquer dans le jeu? Non, je pense que c'est juste à prendre du temps. Comme j'ai dit, c'est la 3e game. Tout le monde essaie de trouver où est-ce qu'ils vont avoir leur shot et où est-ce que la France arrive. Alors, je pense qu'il a juste été pris dans un moment où est-ce que la balle ne le trouvait pas, mais je pense pas que ça va c'est comme ça toute l'année. Ouais, c'est pas un focus Non, particulier. non, je pense pas. Je pense, comme j'ai dit, c'est juste
une game, ça arrive que la balle ne te trouve pas, mais je pense pas que ça va arriver à chaque game. Parfait, merci. Lowry for three.